Salut tout le monde, on se retrouve pour une vidéo bien évidemment sur Oreio Manga. Aujourd'hui pour vous présenter, pour vous parler d'une œuvre qui m'a longtemps été demandée, réclamée depuis longtemps. Et c'est un livre que j'avais sur mes étagères depuis très longtemps et que je n'avais toujours pas lu. Honte à moi. J'en ai même pas un, mais j'en ai deux, puisque vous allez le voir, il s'agit en réalité d'une anthologie. Et sans plus attendre, voici le livre dont il est question. Et oui, La promesse de Shohei Kusunoki. Alors comme je le disais à l'instant, en réalité, c'est un recueil d'histoires courtes et c'est ici le premier volume. Le second volume s'appelle Peuple invisible. Il est là, ici, quelque part sur mon étagère. Voilà. Mais comme ce sont des histoires courtes indépendantes les unes des autres, écrites à des époques complètement différentes, il n'y a pas de lien entre les différentes histoires, je vais me contenter aujourd'hui de vous présenter le premier des deux recueils, déjà pour vous donner bien un aperçu, une vue d'ensemble de tout ça. Et vous allez le voir, c'est quelque chose de très 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 intéressant et je comprends mieux aujourd'hui pourquoi on m'avait chaudement recommandé la lecture de cet ouvrage. Alors comme vous pouvez potentiellement vous en douter, la promesse, puisqu'on le retrouve chez Cornelius et ils sont un peu coutumiers du fait, il s'agit ici de Gekiga à proprement parler. Donc ce sont des histoires courtes qui ont été publiées dans les années 60 et au début des années 70 dans la fameuse revue Garo, donc la revue de manga de Gekiga de niche ou underground, si vous me permettez le terme. Et donc ici on a une dizaine d'histoires, comme vous pouvez le constater, qui ont été écrites, comme je le disais, dans les années 60 et 70. Alors je ne vais pas y aller par quatre chemins, c'est une lecture que je vous recommande d'ores et déjà absolument. Vous pouvez y aller, foncez, voilà, vous pouvez arrêter la vidéo et aller acheter ce livre. Ça a été une lecture extrêmement sympathique, mais beaucoup plus que ça, très 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 agréable pour ma part. Alors, quel est le type d'histoire, quels sont les thèmes abordés? Alors, il y a des choses assez récurrentes et en même temps, il y a beaucoup de diversité. C'est récurrent au niveau de certains thèmes et c'est quelque chose qui était propre au Gekiga. On va retrouver des thèmes donc tels que l'opposition entre les différentes classes sociales, donc les gens qui sont vraiment du milieu ouvrier ou très pauvres, qui font face potentiellement à des gens de classe sociale supérieure. Donc il y a le thème de la pauvreté qui est vraiment très présent, tandis que ma chatte vient me dire bonjour, donc vous entendrez peut-être sa petite clochette. Vous avez des thèmes tels que l'hospitalisation, la maladie. Alors ça s'explique parce que, et c'est quelque chose que j'ai découvert en postface du livre, l'auteur est mort à 30 ans, ce qui est bien sûr extrêmement jeune. C'est un auteur qui a eu des problèmes de santé graves, des problèmes cardiaques toute sa vie, et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles il s'est rapproché très très jeune du monde du manga, et qu'il en est devenu auteur. Donc c'est une raison malheureuse et triste, mais sans cela, peut-être que nous n'aurions jamais eu ces histoires à nous mettre sous les yeux. Voilà, si on peut trouver peut-être un moyen de se consoler. Mais ces graves problèmes de santé à l'auteur expliquent qu'ici on a plusieurs histoires qui se passent notamment dans des hôpitaux, dans des cliniques. Donc le thème de la maladie revient plus d'une fois. Voilà, et on a donc globalement des personnages qui appartiennent entre guillemets au bas peuple,
chose comme je le disais tout à l'heure qui est vraiment récurrent dans le Gekiga. Et d'ailleurs, et comme c'est dit ici en introduction de ce livre, en préface, c'est un recueil, ce sont des types d'histoires qu'on peut rapprocher d'un autre Gekiga dont je vous avais déjà parlé il y a longtemps sur la chaîne, qui est Neige Rouge. Neige Rouge, donc si vous n'avez pas vu cette vidéo, cette vieille vidéo, je vous invite à aller voir ça. Mais ça m'a fait penser à cette lecture. Alors au-delà de l'aspect purement narratif, des thèmes, des histoires, des personnages, qui finalement est assez difficile de vous résumer puisque ce sont des histoires courtes, indépendantes les unes des autres, donc encore une fois il n'y a pas de lien entre les histoires, il y a une richesse graphique, vraiment une imagination débordante, des trouvailles, des idées de mise en scène qui sont vraiment extrêmement intéressantes, très très riches, très pertinentes, très bien vues, et c'est vraiment une des grandes forces, à mon humble avis, de cet auteur. Alors je vais essayer, comme ça, à la volée, de vous donner quelques exemples donc de mise en scène. Voilà, dès ici, bon ça c'est un choix de l'éditeur français bien sûr, mais dès la première page, vous avez cette silhouette comme ça, très frappante. Ça c'est une planche qu'on va retrouver bien sûr plus tard dans une histoire. Mais c'est immédiatement frappant visuellement, c'est marquant, et ça ce n'est qu'un exemple parmi d'autres, donc ne vous inquiétez pas, je vais vous trouver d'autres exemples de choses que moi j'ai trouvé vraiment très originales. Là ici c'est un bon exemple sur cette page pleine à gauche, la page de gauche ici numéro 13, vous avez cette vue quasi aérienne qui pose le cadre de l'intrigue, parce que tout va se passer dans une seule pièce, pour cette histoire en particulier. Donc vous avez une vue globale, où en une seule case, vous voyez tous les personnages, tous les intervenants. Ça vous met vraiment bien en place toute la situation. Et de cette vue aérienne globale, on se rapproche graduellement. Voilà, on est un peu plus proche des personnages, encore plus proche, et là on rentre dans le détail jusqu'à deux personnages qui vont, eh bien un personnage qui va allumer sa pipe grâce à la pipe d'un autre personnage. Donc on a cette plongée graduelle en une seule page. Alors ça peut paraître simple, mais moi je pense que ça ne l'est pas forcément. Et c'est vraiment très efficace. Il y a une économie, je trouve, dans la narration purement visuelle. Il y a une efficacité, je pense que c'est le terme. La mise en scène, le découpage est très 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 efficace. Je pense qu'il y a eu une énorme réflexion par rapport à ça. Je vais vous donner d'autres exemples de choses que j'ai trouvé vraiment bien vues. Là, ici, alors c'est vraiment discret et ça peut vraiment passer à la trappe, mais si on prend le temps d'observer un petit peu, regardez cette case ici à gauche, qui est tout en verticalité et qui est juste apposée à cette autre case où là, vous avez ce personnage qui sort son sabre, qui en est très fier, au point où l'auteur et même un personnage va s'en moquer dans les cases suivantes. Et je pense que c'est évidemment pas du tout un hasard que vous avez cette case très très fine avec cette goutte d'eau qui tombe dans un bol, apposée ici à la verticalité du sabre. Et je pense que ça c'est fait pour renforcer, en tout cas c'est mon analyse personnelle, renforcer la verticalité du sabre et l'importance qui y est prêtée. D'autres exemples que je voudrais vous montrer de mise en scène, de choses vraiment très très bien vues. Ici, on retrouve toujours cette verticalité sur la page à droite, verticalité d'un marteau qui tombe, qui va venir frapper quelqu'un au visage. Donc vous avez cette mise en page, ce découpage qui est à la fois original, à la fois pertinent, à la fois bien pensé. Voilà, on sort vraiment du cadre très attendu, classique d'un découpage, et ça c'est vraiment vraiment bienvenu, bien vu. Toujours cette fraîcheur, cette originalité de mise en scène. Je voudrais vous trouver autre chose. Ici, voilà, on a la pluie qui tombe dans une mare, et puis on a l'image comme le dit un personnage ici, on dirait un jardin rempli de fleurs de pluie. Donc vous avez la position ici des flaques d'eau, avec ensuite des fleurs ou des nénuphars. Voilà, donc visuellement c'est très très efficace.
Et je voudrais vous montrer autre chose que j'avais relevé, c'était au niveau du passage des saisons. Pardon, je l'ai passé la page. Toujours dans l'idée d'économie. Si ça veut bien... Non, j'ai passé la page, autant pour moi. Pardon, je fais ça en direct, quasiment. C'était pas là non plus, pardon. Voilà, on la retrouve. Vous voyez ici cet encadrement, cette case en espèce de L inversé, qui en fait indique le passage des saisons, puisque c'est donc la neige. Et j'aime beaucoup, je trouve ça vraiment très bien vu, très intelligent, très malin de faire l'économie de texte ou autre, tout simplement pour marquer le passage des saisons. On a cette case qui vient encadrer les autres cases, donc ici vous étiez peut-être, eh bien certainement en été ou en automne, et puis en une seule, cette case très fine qui vient ouvrir une parenthèse, nous sommes maintenant en hiver. Et voilà, je trouve ça vraiment bien vu visuellement, et c'est quelque chose de récurrent chez cet auteur. Vous avez toutes ces idées de mise en scène qui sont vraiment très bien vues. Vous avez des planches que je trouve moi magnifiques. Alors je sais, c'est très subjectif. Vous voyez ici, vous avez le même type d'idée, mais inversé. Voilà, ici donc on rouvre une parenthèse visuelle avec le soleil, donc l'été qui arrive. Voilà, et puis vous avez un changement donc de situation immédiat. Et vous avez donc ce découpage très libre qui s'affranchit des conventions. Donc on retrouve bien sûr cette marque Gekiga. Pardon. Voilà, vous avez des planches tout en contraste qui se passent en fait de texte, d'explications. Très visuel. Et puis vous avez aussi tout un jeu ici pour vous donner un ordre d'idée. Vous aviez ce personnage en fait ici qui pense à la mort d'une petite fille, je crois. Et puis vous avez cette case là qui nous laisse croire que la petite fille effectivement elle est morte. Et puis là vous avez donc quelque chose qui pourrait être de l'ordre de l'allégorie. Et puis en fait l'auteur s'amuse avec nous parce que vous allez voir dès la page suivante. En fait non, en fait c'est pas ça, en fait c'est une autre petite fille, voilà. Et donc pendant une fraction de seconde, on vous a fait croire quelque chose en une seule image, et encore une fois, ça me fait penser qu'il y a une énorme réflexion sur la mise en page chez cet auteur qui, comme je le disais, est mort à 30 ans, donc c'est d'autant plus, je vais pas dire surprenant, mais frappant, de voir que quelqu'un d'aussi jeune pouvait avoir un tel talent et une telle réflexion par rapport à son travail, par rapport à son art. Ah oui, quelque chose que je voudrais aussi souligner, c'est l'expressivité des visages et à quel point il était capable de vraiment mettre en scène, coucher sur le papier les différentes émotions et des changements très brutaux, émotionnels. Là, par exemple, vous voyez la peur face à la mort imminente. Ici, vous avez un personnage, donc les parents qui apprennent un accident de leur enfant. Et puis, vous allez voir dans la page suivante la déformation des visages progressive. Voilà, face à l'horreur de la réalité. Et puis là, on arrive jusqu'à ce visage complètement... presque monstrueux de la mère qui voit le corps de son fils dans la rue. Et c'est vraiment... voilà, je trouve ça extrêmement fort, en fait, extrêmement frappant. Et puis vous avez parfois des planches comme ça d'une... À part magnifique, j'ai du mal à trouver d'autres adjectifs. Il y a un côté aussi très cinématographique, on dirait presque une affiche de cinéma, en fait. Moi, ça me fait penser à ça. Une vieille affiche de cinéma. Enfin, je trouve ça d'une beauté, d'une poésie, voilà, qui nous rend muets. J'ai du mal à trouver mes mots face à une telle beauté graphique. En tout cas, c'est mon humble avis. Voilà. Donc, c'est assez difficile finalement de vous résumer tout ça, parce que, comme je le disais, ce sont des histoires courtes.
Mais pour moi, c'est un auteur, vraiment, si vous vous intéressez un minimum au Gekiga, c'est vraiment un auteur à lire, à découvrir, à posséder. D'ailleurs, petite parenthèse, j'en profite pour rappeler que si ce livre vous intéresse, vous trouverez un lien sous la vidéo qui vous permet d'acheter ce livre. C'est un lien affilié. Donc si vous passez par ce lien pour acheter ce livre, ce sont quelques centimes qui me seront reversés. C'est un moyen détourné de soutenir la chaîne. Et vous faites ce que vous voulez. Voilà, je referme la parenthèse. Globalement, donc, ça a été une lecture vraiment extrêmement agréable et même bien plus que ça. C'est vraiment extrêmement qualitatif pour moi et je n'ai qu'une envie, dès que j'ai fini cette vidéo, c'est d'aller lire le second volume qui est déjà sur mon étagère, qui est Peuple invisible. Voilà, mais je ne peux que vous recommander cette œuvre extrêmement prenante, fascinante, d'un auteur qui est mort à 30 ans et qui déjà avait un talent incommensurable et indéniable et ostensible. Voilà, je pense que ce sera ma conclusion. En tout cas, voilà, La Promesse chez Cornelius. Une lecture que je vous recommande une fois de plus. Et bien voilà, c'est tout pour moi pour cette fois. J'espère que cette humble vidéo vous aura plu, vous aura intéressé, vous aura renseigné surtout, vous aura donné envie de lire. Et bien je vous souhaite de très bonnes lectures. J'espère que vous avez la santé car c'est toujours le plus important. Et puis, eh bien, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires si vous le souhaitez, et si vous le souhaitez uniquement. Voilà, je vous remercie énormément de votre attention. J'espère que cette vidéo vous sera utile, et je vous dis à bientôt pour de futures découvertes sur Oroyo Manga. Bye bye tout le monde.